Tu as tendance à payer les choses en retard, tu as tendance à avoir des pénalités, tu as tendance à avoir des défis, à annuler les choses et ça finit par te coûter toujours plus cher que les autres. Bienvenue dans un concept qui s'appelle la taxe TDH et aujourd'hui, on va continuer à décortiquer ça et on va trouver une stratégie, en fait, qui va être beaucoup plus compatible avec tes objectifs et ton cerveau. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach et experte dans l'art de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau qui fait en sorte que, mon Dieu, que c'est difficile de faire les choses que tu sais que tu devrais faire, mais que tu as de la difficulté à maintenir dans le temps. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de revenir sur un concept qui s'appelle la taxe TDAH, qui n'est pas vraiment en tant que tel un concept dans les critères diagnostiques. Si tu regardes les critères diagnostiques du TDAH, il n'y a rien qui parle du fait que ça te coûte plus cher pour faire les choses. Mais dans la réalité, dans le quotidien, c'est un concept, si tu consommes un peu de contenu sur les réseaux sociaux qui parle de TDAH, c'est un concept qui va revenir, en anglais, on va dire ADHD tax, la taxe TDAH. C'est le fait, en fait, que on a tendance à être systématiquement en retard dans les choses, on a tendance à devoir payer plus cher, à devoir payer des pénalités, à devoir payer des intérêts pour les choses, à oublier d'annuler les abonnements, guilty here, en tout cas, à faire plein de choses qui vont faire en sorte que ça va te coûter plus cher que les autres. J'ai un exemple que j'ai déjà sorti et qui n'a pas été particulièrement une période glorieuse de ma vie, en fait. C'est quand j'étais à l'université, donc 20 quelques années de ça. J'avais emprunté un livre à la bibliothèque de l'université et j'ai accumulé 90 $ de frais de retard. On s'entend, à cette époque-là, je crois que c'était 50 sous, je pense que c'était 50 sous par jour. Fait que fais le calcul comme tu veux, c'était beaucoup trop de jours de retard. Et pourtant, à l'époque, j'allais à l'université tous les jours de la semaine. Je travaillais à l'université, donc j'avais même pas l'excuse de dire j'y vais pas. J'y allais, j'étais juste pas capable d'affronter le fait que je me sentais honteuse parce qu'à l'époque, ça doit être encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu ramenais un livre en retard, il fallait que tu allais le porter à la bibliothécaire et là, elle te disait, bon, ben, hein, t'as fait 5 jours de retard, ça te coûte 2,50. Pour moi, là, c'était quelque chose d'extrêmement honteux. À l'époque, j'étais pas outillée, je comprenais pas ce qui se passait, puis c'était comme un peu, je me faisais croire que demain, ça allait être moins difficile d'affronter la bibliothécaire jusqu'au jour où, en fait, j'ai utilisé le système deadline où je me suis retrouvée dans une situation où j'avais absolument pas le choix d'emprunter un autre livre à la bibliothèque et tant que ton livre en retard n'est pas retourné, que tu n'as pas payé tes frais de pénalité, ben, t'as pas le choix. Donc, il y a une journée où j'ai pas eu le choix d'affronter la situation. Le pire de tout, c'est que ça s'est vraiment pas si mal passé que ça. J'étais juste très mal à l'aise de demander à mon chum de me passer l'argent parce que j'avais pas cet argent dans mon compte de banque, bien entendu. Mais en fait, c'est une histoire que, en fait, j'ai caché. J'ai pas parlé de ça à personne, à part mon chum qui m'a prêté l'argent. J'ai pas parlé de cette histoire-là à personne pendant très, très longtemps parce que j'avais vraiment honte de ça. Mais tu sais, c'est une réalité. J'ai accumulé ce genre de comportement-là dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Ça peut être personnellement, j'ai jamais vraiment un ticket de conduite, mais ça peut être parce que tu oublies que ta voiture est stationnée quelque part et tu as un ticket de stationnement. Ça peut être oublier ma voiture dans un parking, ça. Dans le sens que ne pas savoir où est-ce qu'elle est, ça m'est arrivé souvent. Mais bref, si on revient au sujet du jour, donc de payer des pénalités, d'avoir à payer des intérêts pour, par le fait que j'étais en retard, c'est arrivé très, très, très souvent dans ma vie et c'est quelque chose qui m'a frustrée énormément. Et l'autre journée, en fait, je suis tombée sur un petit vidéo court d'un psychiatre américain qui s'appelle Kojo, quelque chose, je me retiens jamais son nom de famille. Et il disait que dans un certain sens, si tu as un TDAH, si tu es neurodivergent, il faut accepter, assumer que tu vas payer plus cher que les autres pour faire les choses. Donc là, quand tu fais face à cette situation-là, quand tu fais face au fait que ben, ça va te coûter plus cher que les autres, tu as deux options. Soit tu fais comme d'habitude, puis tu attends que les pénalités arrivent, que les problèmes arrivent, puis que tu payes après avoir fait face aux problèmes, soit que tu assumes et tu te dis, ben écoute,
je sais que ça va me coûter plus cher, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des stratégies en place qui vont venir me supporter, m'aider en fait pour fonctionner et faire en sorte que ce que je veux obtenir fonctionne en assumant que ça va te coûter plus cher que les autres. Un exemple simple qui revient souvent, c'est d'acheter des légumes qui sont déjà prêts à consommer ou déjà pré-coupés. Donc, par exemple, tu sais, à l'épicerie, en tout cas au Québec, on a souvent des épiceries avec des petits contenants où tu as déjà des légumes qui ont été hachés ou des contenants avec des légumes prêts à faire des collations, donc des crudités. Ça coûte plus cher. C'est vrai que ça coûte plus cher, OK? Mais ça va te coûter moins cher. Ça va te permettre d'atteindre ton objectif si pour toi ça te convient comme stratégie. Deuxièmement, ça va te permettre de ne plus perdre sans arrêt les légumes que tu achètes parce que tu as plein de bonne volonté, parce que tu as regardé du contenu sur Instagram qui te dit que cette fois-ci, tu allais réussir à passer l'entièreté de ton pied de céleri et tu vas finir par le jeter à la poubelle. Donc, au final, ton argent, elle est perdue. Je vais te donner un exemple, en fait, que je suis en train de vivre en ce moment dans mon quotidien. J'ai décidé d'augmenter ma consommation de fibres et une façon d'augmenter ma consommation de fibres, c'est de manger plus de légumineuses dans mon quotidien. Et quand j'étais à l'épicerie, en fait, avec mon conjoint, on se dit, tu sais, j'arrive devant l'allée des légumineuses, puis là, bon, je regarde les boîtes de conserve et tout le kit, tu sais. Puis là, mon cerveau part. Bon, entre la conserve et le sac de légumineuses sec, en fait, mon conjoint me pose la question, qu'est-ce qui revient meilleur marché? Est-ce que c'est le sec ou est-ce que c'est la boîte de conserve? C'est sûr que c'est le sec. Tu en as beaucoup plus pour ton argent avec du sec qu'avec de la conserve. Mais, et il y a plein de bons arguments, comme ça coûte moins cher le sec. Ça va générer moins de déchets parce que pour le même volume, tu vas générer beaucoup plus de déchets à cause des barres de conserve. Donc, c'est plus écologique de faire ça. Donc, il y a plusieurs arguments qui sont intéressants. Là, ça, c'est les deux arguments qui me viennent en tête. Et là, ben, en fait, j'ai acheté des secs. OK? Je les ai mis dans mon garde-manger et ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Et là, en fin de semaine, il y a 2 fins de semaine, je me suis dit, bon, ben écoute, là, c'est le temps de le faire, je vais le faire. Et si toi, tu fais ça, t'es vraiment bon ou bonne, mais moi, là, de penser que je dois faire tremper mes légumineuses la veille dans le but de les faire cuire le lendemain pour après ça, les utiliser pour faire d'autres choses, je te jure que c'est beaucoup trop de travail pour mon cerveau. OK? En fait, c'est que je n'y pense jamais. Quand j'y pense, c'est plus le bon moment de le faire. Et là, tu peux me dire, ben oui, mais Amélie, tu peux faire du batch cooking. C'est vrai, je l'ai essayé. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait, j'en ai mis dans le congélateur et je sais que je vais les oublier là. Pourquoi? Parce que le congélateur, pour moi, ça devient comme un trou noir. J'ai de la difficulté à bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça devient un trou noir. C'est pas aussi naturel et spontané pour moi que d'aller voir dans mon garde-manger. J'y pense pas vraiment à ça. Donc, si tu prends du point de vue de la logique neurotypique, probablement, ça serait beaucoup plus rentable d'acheter des légumineuses sèches et c'est beaucoup moins nocif au niveau de l'environnement, OK? Mais dans ma réalité, mon objectif, parce que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, j'essaie toujours de me demander quel est mon objectif. Mon objectif, c'est d'augmenter ma consommation de fibres. Puis ma stratégie pour ça, c'est de manger des légumineuses. Donc, si je rajoute qu'il faut que ça soit pas cher, puis qu'en plus, il faut que ça soit écolo, là, ça me fait 3 objectifs, 3 critères. Je ne peux pas gérer tout ça en même temps. Si je me mets cette pression-là, c'est sûr que j'abandonne ma stratégie. Petit side note ici, la seule légumineuse que je suis capable de gérer sèche, c'est la lentille, parce que je peux la faire tremper 30 minutes juste avant de l'utiliser. Mais les autres là, qui nécessitent un trempage prolongé avec une cuisson prolongée, puis je sais que tu vas me dire, mais Amélie, il existe des façons de le faire. C'est quand même trop de travail. OK, je dois être là, je dois surveiller ça. C'est beaucoup trop de travail pour mon cerveau. Puis je vais gaspiller énormément d'énergie à faire ça, alors que je pourrais utiliser cette énergie-là à faire des choses qui sont beaucoup plus alignées avec ce que je cherche à faire. Oui, je suis quelqu'un qui a à cœur l'environnement. Oui. Mais la réalité, c'est que des fois, j'ai besoin de faire des compromis parce que si je me fixe cet objectif-là,
je n'y arrive pas. C'est la même chose avec les épiceries zéro déchet. Je trouve que c'est des super beaux concepts. Pour vrai, là, je trouve vraiment que c'est des beaux concepts. C'est extrêmement incompatible avec la façon que je fonctionne. C'est d'un, parce qu'en général, c'est du contenu sec, mais parce que ça me demande tellement de gestion d'avoir à gérer les pots, des ramener, de penser à l'avance. C'est très, très difficile pour moi de faire ça. Donc, j'assume que je suis pas, je ne vais pas dans ces endroits-là. Je vais dans des endroits où ce que j'utilise est déjà pré-emballé en quantité déjà précise ou que c'est prêt à pas consommer, mais presque prêt à cuisiner en réalité. OK? Donc, pour moi, ce que je fais, c'est que j'assume que ça va me coûter plus cher parce que j'achète de la nourriture qui est, entre guillemets, prête à consommer. C'est la même chose avec les coupes de viande. Si tu manges de la viande, j'achète des coupes de viande que je sais que c'est facile pour moi de dégeler et c'est facile pour moi de les cuisiner. Donc, en général, c'est des hautes cuisses désossées, c'est des poitrines de poulet, c'est de la viande hachée, donc du poulet haché, du porc haché, du bœuf haché. C'est souvent des cubes de bœuf. Donc des coupes de viande qui sont faciles à dégeler parce qu'ils sont dans le congélateur, faciles à cuisiner. Je sais, je vais trouver facilement une recette. Et idéalement, j'ai toujours un équilibre entre des recettes, des coupes de viande qui sont très rapides à cuisiner, comme des hautes cuisses, avec certaines coupes de viande qui vont être un petit peu plus lentes parce que là, j'ai du temps la fin de semaine, mais la semaine, j'ai pas le temps. La semaine, j'ai pas le temps de faire un mijoté de bœuf hyper compliqué, là. Donc, quand je te parle de taxe TDH, en fait, ce que je t'amène à voir, c'est tu vas payer plus cher. Il faut faire la paix. C'est soit que tu vas gaspiller de la nourriture, soit que tu vas t'abonner au gym et tu vas pas y aller. Soit que tu vas t'acheter des billets pour quelque chose puis tu vas juste pas y aller. Soit que peu importe ce que tu vas faire, soit que tu vas aller à la bibliothèque puis tu vas passer ton temps à continuellement payer des frais de retard et en plus, tout ce que ça va t'amener comme sensation d'être pas à la hauteur, d'être inadéquat, d'être frustré. Il faut assumer, malheureusement, que c'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Donc, moi, ce que j'aimerais t'amener à voir aujourd'hui, c'est comment tu peux faire ça à l'envers. Comment tu peux regarder les choses et dire, OK, qu'est-ce qui pourrait faciliter la réussite que je veux faire? Si je reviens à l'exemple de la bibliothèque, personnellement, en fait, maintenant, j'y arrive à la bibliothèque, à aller à la bibliothèque puis à garder, tu sais, à être dans les dates pour les livres pour plein de raisons. De un, ils m'envoient un courriel. Quand j'arrive à 2 jours de la date limite, ils m'envoient un courriel. De deux, ils ont éliminé les frais de retard. Pour moi, ça m'a aidé énormément parce que ça m'est arrivé quelques fois, 2, 3 fois dans les 8 dernières années ramener mes livres en retard. De savoir que je peux juste remettre le livre à la bibliothèque, je peux même le remettre dans la fente qui est ouverte 24 heures sur 24. De savoir que, tu sais, j'arrive pas à gérer le petit regard de la bibliothécaire qui me regarde un peu. Puis c'est pas méchant, je mets pas la faute sur le dos de la bibliothèque, mais parce que personnellement, si j'étais à la place de la bibliothèque, je le ferais. Je, je jugerais la personne. C'est vraiment pas cool ce que je suis en train de dire là. Mais c'est facile de porter un jugement sur l'autre. Et en fait, même s'il n'y a pas de regard, on est bon dans l'art d'inventer des regards chez l'autre ou des jugements sur l'autre. Puis je te dis pas ça dans le sens que je pense que tu dramatises la situation. Tu as passé ta vie à te faire dire que ce que tu faisais n'était pas correct. Fait que c'est sûr qu'on cherche comme un peu. Malheureusement, notre cerveau cherche à prouver ce qu'il pense de lui-même. Donc, on va rechercher dans le regard de la personne. Même si son regard n'est pas du tout par rapport à ça, on va percevoir quelque chose, malheureusement, qui va nous amener à nous sentir super mal. Donc, la bibliothèque dans ma ville a mis en place un système de rappel par courriel. J'aimerais beaucoup ça par texto, mais par courriel, ça fonctionne bien. A mis un système de rappel, le fait qu'il n'y a plus de frais de retard. J'habite à distance de marche de la bibliothèque, littéralement, là. C'est à 3 coins de rue de chez moi. Donc, je sais que c'est facile pour moi d'y aller. En plus, la bibliothèque, la fente pour déposer les livres est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, même le 25 décembre, à l'heure du dîner, je peux aller porter mon livre de bibliothèque si je vois qu'il est en retard. Donc, ça, c'est des stratégies que la bibliothèque a fait en sorte qu'il m'a facilité mon passage à l'action. Mais de mon côté, comme je te dis, j'habite juste à côté, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me déplacer, mais en même temps, je m'assure que les livres que j'emprunte sont toujours au même endroit, donc ils ont un endroit, à part celui que je suis en train de lire, que je traîne avec moi dans la maison, si j'en ai 2 ou 3,
je les mets toujours dans une petite bibliothèque qui est dans le salon et je sais qu'ils sont là. Donc, quand c'est le moment d'aller les porter, j'ai pas à les chercher dans la maison. Puis même avec mes enfants, ça a été une stratégie qu'on a développée. Les livres doivent retourner là, à cet endroit-là, parce que sinon, on les perd, puis là, on stresse, puis là, ben, le moment pour aller porter le livre passe et on le reporte et là, on finit par être en retard. Une autre chose aussi que j'ai développée, c'est j'arrête d'emprunter 25 livres parce qu'à ma bibliothèque, j'ai le droit d'emprunter 25 livres par emprunt et ça sert absolument à rien. Je finis juste d'un, soit par les égarer dans la maison, ce qui est assez facile à faire. De deux, ben en fait, je me sens, quand j'ai trop de livres, là, je me sens comme stressée. Puis soit que j'en lis pas du tout, ce qui est souvent le cas, soit que je me sens super coupable. J'aime pas ça. Donc, j'ai réalisé que quand j'en emprunte moins, j'ai une plus grande facilité à les lire de un et à les retourner. Même chose que je me donne le droit, si je commence un livre et que je commence à le trouver ennuyant parce que c'est pas bien écrit ou parce que l'histoire est pas super intéressante ou peu importe, je me donne le droit de pas le finir. OK? Et comme ça me donne en fait beaucoup d'outils que je vais mettre de mon côté pour m'aider à retourner mon livre à la bibliothèque. Mais une autre des stratégies que j'ai développées, c'est qu'en fait, j'achète plus souvent de livres que je vais à la bibliothèque. J'assume pleinement que c'est plus simple pour moi d'acheter un livre, de le lire, de l'avoir dans ma bibliothèque, de le lire, et de ne pas avoir la pression de savoir que je dois le ramener, je peux l'abîmer. J'abîme les livres, moi. Je perds mes marque-pages, fait que je plie les pages de livres. C'est un sacrilège. Ou je lis un livre puis j'échappe des trucs dedans, que ça m'arrive souvent, ça aussi. Surtout dans les livres de recettes, je sais pas si ça te fait ça, toi. Mais je finis toujours par les salir, mes livres, à les abîmer, les salir. Je peux les échapper dehors, dans la neige. Je fais plein de choses. Donc, j'assume que c'est plus difficile pour moi de faire ça. Donc, ça me coûte plus cher parce que j'achète les livres que d'aller à la bibliothèque. Mais j'atteins l'objectif que je cherche qui est de lire des livres que j'aime. Même chose, là, je te parle à la bibliothèque. C'est pas facile pour moi. J'aime ça, puis en même temps, j'aime pas ça parce que je suis quelqu'un de très visuel. La disposition des livres, généralement, n'est pas compatible avec ma façon de voir les livres. Et pas juste ça. La bibliothèque de mon quartier, elle n'est pas organisée en genre, elle est organisée en auteurs et j'ai pas une super grande capacité à retenir les noms des auteurs, sauf si c'est l'auteur du moment que je suis en train de lire. Ça, je vais peut-être un petit peu plus de grande capacité à trouver, mais moi, me promener dans les rayons puis essayer de trouver des livres, c'est vraiment pénible pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller dans une librairie où les livres ont tendance à être placés de façon plus visuelle ou les commander en ligne. Quand je sais que j'aime une auteure, une autrice ou un auteur, pardon, je les commande en ligne souvent. Donc, je vois le look. L'apparence d'un livre est importante pour moi. Peut-être que tu vas trouver que c'est un peu futile, mais ça fait partie de mon plaisir quand je lis un livre. J'ai besoin que l'esthétique soit beau. Donc, j'ai tendance à... C'est plus facile pour moi quand je magasine des livres et que je les vois que quand ils sont placés en tranches, puis que tout ce que tu vois, c'est la tranche. Souvent, à la bibliothèque, ils les sont modifiés en plus. Ça fait que c'est difficile à voir. Donc, tout ça pour te dire que je j'ai pas arrêté d'aller à la bibliothèque, mais j'assume que pour répondre à ce que je veux faire, qui est de lire des livres, je vais probablement beaucoup plus souvent acheter des livres que je vais aller les emprunter à la bibliothèque. Et pas juste ça. Si dans le livre que je cherche est déjà emprunté, attendre pour pouvoir le lire, ça m'énerve. Puis en fait, souvent, mon intérêt a passé date quand le livre devient disponible. Donc, c'est plus simple pour moi souvent d'acheter le livre, mais j'assume que ça va me coûter plus cher que si j'étais capable d'aller, que si je me contraignais à aller à la bibliothèque. Mais la réalité, c'est que si je me contrains d'aller à la bibliothèque, obligatoirement que c'est la seule place où je peux consommer des livres, entre guillemets, je sais que je vais arrêter de lire. Donc, même si c'est plus facile pour moi, c'est facilitant pour moi maintenant d'aller porter un livre en retard, tu sais, sans avoir la spirale de dénigration et de culpabilité, de honte qui s'active, reste que
c'est plus agréable pour moi, dans la majorité du temps, d'acheter un livre et de le donner. Moi, je te donne un truc ici, je ne les vends pas, mes livres. Je trouve des boîtes de livres et je les mets dedans. Quand j'en ai trop, je les mets dans les boîtes de livres. Soit que je vais les porter dans un magasin seconde main, soit que je vais dans les boîtes de livres. Là, je sais qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où ça a commencé. Je vais les déposer là. Parce que vendre des livres, c'est un cauchemar sur Marketplace. Donc, ça, à mon avis, ça vaut pas la peine le peu d'argent que je vais faire avec ça, là, 5, 2, 5, 3, 4, 8 dollars, par rapport au travail que ça me demande, ça vaut pas la peine. Donc, je préfère les donner que de les vendre. Donc, quand je te dis que ça va te coûter plus cher, c'est ça que je voulais te parler. C'est que dans le fond, de prendre le temps d'assumer que c'est beaucoup plus important l'atteinte de ton objectif que tous les critères parallèles que tu vas te mettre. Et ça va probablement t'amener à devoir payer un peu plus cher pour certaines choses, mais ça va te permettre d'atteindre ton objectif. C'est la même chose avec l'application d'un workout que j'utilise. C'est sûr que je pourrais trouver toutes sortes de workouts disponibles sur YouTube gratuitement. Ça m'énerve faire ça et je finis par jour par ne plus m'entraîner. Donc, j'ai choisi de payer pour une application. Ça fait plusieurs années que je suis sur cette application-là et ça fonctionne très bien pour moi. Et oui, c'est sûr que je pourrais dire, oui, mais je pourrais l'avoir gratuit, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans une économie où ce qu'on essaie de faire, c'est, pardon, de payer moins cher et de mettre beaucoup, beaucoup de critères, ça finit par nous rendre ça compliqué. Une autre affaire, je suis quelqu'un qui a tendance à, tu sais, quand je m'intéresse à quelque chose, il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser au yoga chaud, je me suis abonnée au yoga chaud et je voyais que j'allais mieux, ça allait bien puis j'y allais plus souvent, ok? Et là, je me suis acheté une carte de, je sais pas combien de cours, là, peut-être une centaine de cours qui est à faire sur 2 ans en me disant, ah, j'ai le temps de faire ça! Quelle erreur! La réalité, c'est que le gym est pas proche de chez moi. Donc, au Québec, faire du vélo pour aller au gym, c'est possible en tout cas, moi, j'aime pas faire du vélo l'hiver. Donc, c'est possible pour moi seulement d'environ mai à possiblement octobre. Ça donne pas longtemps. Et là, ce qui est arrivé en plus, c'est que le studio a fermé. Puis eux disent, oui, mais tu peux aller ailleurs. Mais moi, plus c'est loin, moins il y a de chances que j'y aille. Plus c'est loin, plus c'est compliqué, moins il y a de chances que j'y aille. Et mon intérêt a grandement diminué. Je me suis blessée, tout le fait, et je vais devoir assumer que j'ai payé dans le vide. Donc, en fait, en rétrospective, quand je pense à ça, c'est que c'est une fausse économie. Chaque fois que je m'abonne en me disant que ça va me revenir moins cher si je prends un abonnement sur une longue durée, mais dans la réalité, les chances que j'abandonne sont élevées, OK? Et en fait, plus il y a de difficultés, plus il y a de critères, tu sais, comme là, dans le cas du yoga, je dois me déplacer, je dois me contraindre à un horaire, il y a plusieurs facteurs qui vont rendre ça plus compliqué pour moi de l'appliquer. Ça va faire en sorte que il y a plus de chances que j'abandonne l'activité. Et en fait, c'est une fausse économie parce que dans la réalité, j'ai payé pour ces cours-là, puis je les consommerai probablement pas, ou en tout cas une certaine quantité, mais très peu. Donc, je te dirais que peut-être qu'au final, c'est mieux pour moi de payer une petite quantité de cours, 10 cours, en me disant c'est pas grave si je perds 10 cours que d'en perdre 100 parce que c'était plus économique d'en prendre 100. Je sais pas si ça fait du sens ce que je te dis. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'aimerais t'amener à observer. Plus tu vas prendre le temps de te demander, mais attends un petit peu, est-ce que c'est vraiment une économie? Parce que dans la réalité, c'est pas si facile pour moi que ça. Et plus tu te mets de critères dans le passage à l'action, plus ça va être difficile de passer à l'action, puis plus il y a de chances que, en fait, cette idée-là que tu as, qui serait là dans le but de te faire économiser ou dans le but de te faire principalement économiser, va finir par être exactement le contraire.
Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi c'est donc facile de se retrouver avec une carte de crédit beaucoup trop élevée et de ne pas être en mesure de payer à la fin du mois. C'est qu'une problématique d'une carte de crédit, c'est qu'on a accès à trop d'argent et c'est facile de dépenser cet argent-là. Et là, à la fin du mois, tu arrives, puis là, t'es pas capable de payer et là, tu as des pénalités, tu as des intérêts et ça coûte extrêmement cher. C'est quelque chose que je vois souvent. Heureusement, et puis je suis pas en train de te dire de pas utiliser de carte de crédit, mais peut-être que de reconsidérer ta limite de crédit, de dire, ben écoute, moi, je vais mettre ma limite moins élevée, une limite que je sais que je vais être capable de rembourser pour permettre de faire en sorte que ça t'arrive moins souvent, ce genre de stratégie-là, parce qu'au final, si tu ne payes pas ta carte de crédit à la fin du mois, ce que tu as acheté avec va te coûter beaucoup, beaucoup plus cher que si tu l'avais juste pas acheté. Là, je sais que tu vas me dire c'est super logique, là, mais c'est ça la réalité. Tu n'as pas économisé en l'achetant, tu vas avoir payé plus cher parce que tu vas payer des pénalités et des intérêts sur l'achat que tu as fait en pensant que tu économises. Donc, faire attention aussi à tout ce qui nous donne la sensation qu'on va passer à côté d'un bon deal. Assume que probablement que c'est pas une bonne option pour toi parce que cette sensation-là va finir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de t'acheter quelque chose en disant oui, oui, cette fois-ci, ça va vraiment marcher, ça va vraiment marcher, je veux vraiment, vraiment faire ça. Puis finalement, de réaliser que c'est vraiment pas facile. Les formations en ligne, les formations à faire à son rythme, les formations en ligne. Je suis pas capable. C'est extrêmement difficile de faire ça. Surtout si tu as énormément de matériel à consommer ou la sensation d'embarquer dans un train puis d'être en retard par rapport aux autres. C'est difficile. Tu vas pas continuer. Donc, faire attention à ces choses-là en disant peut-être que j'ai l'impression que c'est une bonne économie, mais qu'au final, en fait, ça va me coûter plus cher. Donc, je serais mieux de trouver une autre stratégie qui va peut-être me coûter un petit peu plus cher sur le coût, mais qui va être beaucoup plus efficace et qui va me permettre beaucoup plus facilement d'atteindre ce que je cherche. Puis d'ailleurs, pourquoi moi, je préfère faire de l'accompagnement que de la formation. Parce que je sais que, de un, les formations que je suis en train de te donner sont disponibles partout sur Internet. Je suis pas toute seule à en parler. Mais en fait, je sais que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est vraiment dans l'accompagnement, il est dans comment tu vas passer à l'action, comment tu vas réussir à utiliser ce que tu es en train d'apprendre pour réussir à maintenir dans le temps. Même chose que pour l'histoire de ma consommation de légumineuses. Dans l'idéal, acheter le sac, faire tremper les légumineuses, tout ça, c'est l'idéal, je sais. Mais la réalité, c'est que si je m'obstine à vouloir faire l'idéal, je le ferai juste pas. Puis je pense que c'est ça qui est important de travailler quand on a un TDAH, c'est d'apprendre à faire la différence entre ton idéal et ce que tu cherches à obtenir. Puis probablement que pour t'aider, tu vas devoir dépenser un petit peu plus de sous que les autres parce que dans la réalité, tu en as besoin pour t'aider dans ton passage en action. Donc, j'espère en fait que ça t'aide un petit peu dans l'implantation de stratégies par rapport à la taxe TDAH. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que d'avoir un accompagnement, que ce soit avec un psychologue, que ce soit avec une coach comme moi, que ce soit avec... ça va t'aider. Même si je trouve que c'est un petit peu manipulateur comme terme, je vais quand même être honnête. Je pense que c'est un investissement que de faire ça. Puis de prendre le temps de décortiquer la situation avec quelqu'un, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que tu as tendance à tout le temps tomber dans le perfectionnisme, puis à t'imaginer que la bonne façon de faire les choses, c'est X, Y, Z, et que à cause de ça, tu n'y arrives pas, puis que là, tu te persuades que le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé, puis là, tu vas essayer de trouver une autre façon, puis la réalité, c'est que ça revient toujours au même. Si tu as plus qu'un critère pour passer à l'action, si tu as beaucoup de difficultés, tu sais, s'il y a beaucoup d'obstacles pour faire en sorte que tu passes à l'action, ça va finir par inévitablement soit ne pas fonctionner, puis là, tu as dépensé de l'argent pour rien, soit te coûter plus cher pour réussir à le faire. Donc, tant qu'à ça, assume-le, puis mets des stratégies en amont, pour réussir à atteindre les objectifs que tu cherches à atteindre. Donc, j'espère que ça t'aide à clarifier un petit peu la situation. J'espère que ça te donne des idées. Puis j'ai pris mes exemples là, de livres de bibliothèque et de légumineuses, mais je pense que tu peux t'approprier cette information-là dans ce que tu veux.
Si tu as des questions pour moi, si tu aimes mon podcast, si tu aimes l'épisode, je t'invite vraiment à me laisser des étoiles sur Spotify. Tu peux me laisser des étoiles, tu peux me laisser un commentaire. Ça me fait énormément plaisir quand je vois ça. Et ça me donne un petit hit de dopamine. Puis en plus, ben en fait, ça m'aide à faire découvrir le podcast auprès de d'autres personnes comme toi qui vivent avec le TDAH. Si tu partages mon épisode, ça m'aide énormément aussi. Je t'inviterai à t'inscrire à l'infolettre qui est sur mon site web amelieléveillé.com. Tu peux voir le lien dans les commentaires. Tu peux voir aussi mes outils gratuits. J'ai plusieurs outils gratuits sur le site web. Tu peux aller voir, dont un petit questionnaire pour t'aider à est-ce que j'aurais peut-être un TDAH ou pas. C'est clairement pas un questionnaire qui a une validité clinique, mais ça peut t'outiller dans tes questionnements. Et tu peux également venir m'envoyer un petit courriel si tu as envie peut-être de travailler avec moi ou juste de me poser quelques questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.